Bonsoir, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Première, un numéro spécial consacré aux élections municipales. À ce soir, non pas un invité, mais des invités que nous avons qualifiés d'experts. Sur le plateau, Georges Calix, docteur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir Olivier, ainsi qu'à toutes et à tous. Jacques Dancal, rédacteur en chef des Nouvelles Semaines. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Willy Angel, chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Et pour animer le débat avec moi ce soir, Olivier Lancien. Bonsoir Olivier. Bonsoir Claude, madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, selon des sources autorisées, les atteintes à la probité explosent en Outre-mer. L'agence anticorruption a lancé un avertissement en direction des futurs maires. Nos régions sont printées du droit car ils estiment nous serions parmi les premiers de la classe après la Corse. Une réaction, messieurs, sur ces informations? Alors, l'agence française anticorruption s'appuie sur l'évolution même de la doctrine. Et être maire avant et être maire maintenant, ce sont deux choses bien différentes, puisqu'actuellement, il y a une confrontation avec la responsabilité administrative, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Et ce qu'a mentionné l'agence anticorruption, c'est l'évolution de la doctrine. La dimension non intentionnelle s'est considérablement affaiblie en droit au profit d'une approche où il faut faire la démonstration que l'élu n'était pas en mesure soit de savoir, soit de faire autrement. Ce qui veut dire que cette évolution de la doctrine expose encore plus les élus, surtout dans les petits territoires où il y a l'entre-soi, il y a du clientélisme politique, et automatiquement, il y a des rapports de proximité qui se transforment en promiscuité juridique. Et cette promiscuité aboutit souvent à des décalages par rapport à l'application de la règle de droit. Jacques Dancal, on le voit, une triple menace, civile, administrative et pénale. Et pourtant, ils sont nombreux à vouloir y aller. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un prisme un peu étrange, parce que chaque élection municipale particulièrement, on constate qu'il y a une quantité considérable de candidats. Il y en a toujours plus. Ce qui est à l'inverse de la tendance nationale, où dans les petites communes, on voit que beaucoup d'élus ne soient présentés. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un exemple pour la démocratie? C'est l'argument qui est avancé généralement. Ou est-ce que tout simplement le pouvoir attire, ou peut-être aussi une activité avec d'autres intérêts? On peut se poser la question qu'on entend effectivement qu'il y a beaucoup de problèmes de corruption. Mais il faut aussi se rappeler par rapport à ça, c'est que on est dans un contexte général sur la corruption, notamment avec tout ce qui est lutte contre les trafics, qui explique aussi une pesanteur dans le contexte guadeloupéen en matière de blanchiment d'argent notamment, et on craint toujours qu'il y ait, que ça infuse aussi dans la classe politique. Mais c'est vrai que la prolifération de candidatures peut surprendre dans un contexte où il y a autant de menaces, comme le rappelait Georges, pour le statut même de l'élu et les risques qu'ils encourent. Willy Angel, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous estimez que l'exécutif, le maire, a un sentiment d'impunité comparativement aux chefs d'entreprise qui sont très surveillés? En tout cas, si les maires ont un sentiment d'impunité, je pense qu'il serait temps qu'ils se rendent compte à quel point la fonction de maire est risquée. Parce que c'est vrai, comme disait Georges, le maire a aujourd'hui beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités, beaucoup sont pénales. Donc, je veux dire, on peut engager sa responsabilité pour beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours cette conscience, mais je crois qu'aujourd'hui, être maire, c'est peut-être même plus risqué qu'être chef d'entreprise. Oui. Parce qu'en termes de responsabilité, c'est beaucoup plus large. Je me rappellerai toujours, il y avait un exemple, un maire, un panneau de basket tombe sur un jeune, le jeune se fait tuer, c'est un hexagone. La responsabilité pénale du maire a été engagée, il a fait de la prison. Donc, voilà. Il y a de vrais problèmes. La négligence a été reconnue. La négligence, même d'ailleurs, dans le jugement, ils ont parlé de carence fautive. Donc, ça allait au-delà de la négligence, c'est la carence. On a eu un cas aussi à Pointe-Noire, et un cas, mais là, il n'y avait pas de mort, mais on a eu un cas aussi à DS, sur une plage, où la responsabilité du maire avait été engagée simplement parce qu'il n'y avait pas de panneau pour dire que la plage était dangereuse. Ça, par exemple. Mais ça veut dire que, une question à tous, que les candidats tête de liste ou les candidats sont sadomasochistes, ils veulent absolument y aller malgré tout ça.
Alors, il y a peut-être aussi le statut des candidats. C'est un élément qu'on oublie. Nous avons une majorité de salariés, voire d'agents publics, qui sont habitués à une protection aussi dans le cadre de leurs activités. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pratiquement pas de chef d'entreprise. Nous, on en a compté 4 pour cette élection-là, comme tête de liste. Ça ne fait pas beaucoup. Même les professions libérales, il y en a de moins en moins. Donc, vous avez des personnes qui sont habituées à une protection dans le cadre de leur activité. Et surtout, alors, les mauvaises langues disent un enrichissement sans cause parce qu'ils sont des fonctionnaires à la retraite et parfois certains sont agents d'autres collectivités, d'autres élus. Ça peut expliquer aussi une approche qui peut paraître naïve par rapport aux risques, puisqu'ils ne sont pas habitués. Un chef d'entreprise, comme le disait tout à l'heure Willy Angel, c'est vrai, lui, il sait ce que c'est que tous les risques tous les jours. Vous savez, l'ancien instituteur ou bien l'ancien agent de commune qui vient n'a peut-être pas la même appréhension des risques. Et suffisamment armé face à toute cette question. Mais cela dit, j'ai tout du mal, lorsqu'on nous pointe comme ça du doigt, il est bien vrai que la corruption touche nos régions, on n'en a rien inventé. Au niveau de l'Hexagone, à toutes les échelles, on le voit. Pourquoi alors nous stigmatiser nos régions, justement? Donc. Mais simplement pour des raisons statistiques. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a un classement qui est fait, la Guadeloupe, en tout cas l'Outre-mer, c'est le 2e territoire jugé le plus corrompu après la Corse. Donc c'est vrai que d'un point de vue statistique, on entre dans l'objet des préoccupations. Maintenant, pourquoi il y a autant de listes? Alors, j'aime bien souvent citer l'article d'un sociologue qui s'appelle René Girard et qui a écrit « Du sacré en politique ». Mais quand vous élisez un maire ou quel que soit l'élu, vous lui déléguez la possibilité de décider en vos lieux et places. Donc, sur le plan symbolique, vous lui conférez une partie de votre pouvoir sacré et une fois qu'il est élu, vous avez constaté d'ailleurs qu'il y a souvent des ruptures entre les espérances qui étaient les dynamiques, en tout cas, de ce pouvoir et la réalité de la gestion, parce que les élus, on va certainement parler tout à l'heure, il y a des programmes mirobolants, mais le principe de réalité est implacable en politique. À savoir que lorsqu'on arrive devant la réalité des faits, des moyens humains, matériels et financiers, et entre ce qui avait été promis et ce qui est faisable, on constate qu'il y a des décalages importants. Oui, Angèle, il y a cette responsabilisation, cet accroissement de responsabilité pour les maires, pour les élus, alors qu'ils demandent de plus en plus de compétences et de plus en plus de pouvoir, notamment en Guadeloupe. Alors, ça, c'est un paradoxe. Parce que bon, si on prend l'analyse de la loi Notré, par exemple, la loi Notré donne déjà beaucoup de pouvoir, aux collectivités territoriales. Ensuite, il y a une organisation entre la commune, la communauté de communes, la région, le département. Donc aujourd'hui, le maire, beaucoup des compétences du maire sont déléguées à la communauté d'agglomération. Donc ne serait-ce que pour le développement économique. Qui n'est pas une collectivité en plus. Qui n'est pas une collectivité. C'est un établissement public. Un établissement public. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a une réalité, comme disait Georges, une réalité administrative, une réalité de l'organisation territoriale. Et des fois, quand on entend un discours, on se dit, est-ce que les personnes qui font ces discours sont conscientes du mur auquel ils vont s'affronter, qui est un mur d'une organisation, je dirais, administrative et juridique pour faire bouger les choses? Il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie. Et en tant que maire, je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir du maire, c'est essentiellement un pouvoir de lobbying et de conviction, plus que d'action réelle. Toutes les compétences économiques sont pratiquement déléguées à la communauté d'agglomération. L'assainissement, c'est la communauté d'agglomération. Enfin, maintenant, c'est la SMEAG. Je dirais la gestion de l'eau, c'est la communauté d'agglomération, la SMEAG. Donc, il y a le rôle du maire aujourd'hui, à mon sens, c'est beaucoup un porteur de vision et un pouvoir de lobbying qui a de surcroît beaucoup de responsabilités qui lui incombent personnellement. Donc, c'est un enjeu important. J'admire ceux qui y vont. D'ailleurs, Maintenant, la question de la compétence, je pense que plus que des compétences, il faut travailler sur la question des moyens, parce qu'on peut avoir des compétences sans moyens aussi. Hein. Et quand on a des compétences sans moyens, on ne fait rien. Donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique pour savoir comment s'organise la compétence entre les différentes structures administratives et comment on se génère les moyens et la vision pour faire quelque chose. On a un peu enclenché sur l'autre sujet qui va sans doute s'inviter dans le débat. Il s'agit du changement ou d'évolution institutionnelle. Peut-il avoir valeur de test ou de référendum à l'occasion de ces élections-là? Jacques?
Oui, très certainement, parce que j'imagine, on a fait quelques réunions de quartier. Globalement, ça fait partie du débat. On a bien vu lors des élections passées, la peur du changement est un argument de campagne. Donc, il est évident que ça va compter, mais il est à craindre que ce soit du pur électoralisme. Parce qu'on sait très bien que chaque fois qu'on agite un risque de changement, la population a tendance à suivre celui qui parle de ce risque. C'est clair que ça fait partie du débat. Alors le problème, c'est que la période électorale risque à la limite de nuire à un débat de fond, puisque là, on va vraiment passer dans des discours, dans des messages politiciens, plutôt que dans des vrais débats sur la situation du territoire. Alors, en plus, il y a un hiatus, puisqu'on parle de la commune, généralement, on parle de l'état de la commune. Ça devient un peu étrange qu'on soit obligé de parler de l'évolution du pays à ce moment-là, alors que les habitants veulent qu'on leur parle de leur quotidien. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu étrange, mais je crains que ce soit uniquement un argument électoraliste pendant la campagne. Mais d'ailleurs, Georges Calixte, ce dossier-là est arrivé dans l'agenda politique. Les chefs d'entreprise ont interpellé les tenants de l'évolution statutaire et institutionnelle. Vous avez d'ailleurs écrit dans Nouvelle Semaine dessus. Ça va forcément peser dans l'isoloir. Ça pèsera, à mon avis, à deux niveaux. D'abord, au niveau de la pensée politique guadeloupéenne, on voit bien qu'il y a une approche tripartite. Ceux qui disent « laissons la situation à l'État », vous m'avez invité il n'y a pas très longtemps sur le plateau Guadeloupe la première avec un chef d'entreprise qui a dit « nous, on ne veut pas d'aventure institutionnelle ». J'ai quand même pris le soin de lui faire comprendre que, d'un autre côté, vouloir conserver une situation à l'identique, c'est oublier le paradigme suivant lequel la France n'a plus les moyens de pouvoir participer financièrement à l'allègement des charges sociales des entreprises, ni même, je parle d'ailleurs sous le contrôle de Willy, il était prévu dans le budget 2026, moins 500 000 € pour l'outre-mer concernant la défiscalisation. Ce qui veut dire que plus les années vont passer, et moins la France aura les moyens de pouvoir investir. Donc ça, c'est le premier point. Après, maintenant, les élections municipales, au regard de l'ancrage territorial, vont privilégier une tendance plutôt qu'une autre. Imaginez-vous que si le GUSR, qui actuellement contrôle, en comptant les affiliés et les affinitaires, environ 17 communes sous les 32, imaginez-vous qu'il augmente son score. Mais on peut émettre l'hypothèse mathématique que plus il y a d'ancrage territorial, et davantage il y a de chances que la tendance défendue par le GUSR puisse effectivement, en tout cas, émerger, comme le Parti socialiste. L'inverse est aussi vrai. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que, comme le Parti socialiste ou comme les autres partis, effectivement, qui ont des positionnements différents. Donc, pour l'instant, il n'y a pas, ainsi que l'a dit Jacques, d'implication directe, en tout cas immédiate, sur le quotidien. Mais l'évolution statutaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est en lien avec, si vous voulez, un regard vers l'avenir, puisque, la France, de toute façon, donnera davantage d'autonomie. 2, la France est sur un nouveau paradigme, à savoir que les spécificités ultramarines ne justifient plus d'un traitement particulier lié à leur insularité et à leur particularité. Résultat, donc, ils doivent participer à l'effort de redressement des finances publiques. Au regard de ces deux paramètres, il me semble qu'il y a une dynamique anticipatrice qu'il faut mettre en place rapidement. Oui, Angèle, j'ai entendu un chef d'entreprise utiliser une notion de 2003, ne pas acheter chat en sac. C'est l'aventure, cette question de l'évolution statutaire? J'ai même mon point de vue. Je ne mets pas le point de vue des chefs d'entreprise. Je ne suis plus président de MEDEF. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Je suis plutôt dans l'approche de Georges. Le changement, il faut le préparer et l'anticiper. Maintenant, il faut aborder les questions sur le fond. Je veux dire, je ne pense pas qu'on fait un changement institutionnel pour faire un changement institutionnel. On fait un changement institutionnel, je dirais, pour traiter une situation ou pour préparer une vision. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Maintenant, je pense que objectivement, il faut qu'on dépasse ce stade de dire on a peur du changement, il faut préserver les acquis. Je pense que la situation est tellement dramatique au niveau de la France, est tellement compliquée au niveau géopolitique, qu'il faut que nous
fassions preuve de maturité et que nous soyons capables d'analyser les choses froidement, en les regardant froidement. L'enjeu de ce territoire aujourd'hui, c'est le développement économique. Donc il faut poser les problématiques, de notre capacité à porter par nous-mêmes ce développement économique, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça avec des transferts publics qui représentent 80% de notre potentiel de la masse économique. financière qui circule dans le Ça territoire. n'a pas de sens. Nous sommes d'accord. La France ne l'a plus les moyens de toute façon. Dans une dynamique de création de richesse, et il faut que nous ayons les outils pour le faire. Donc il faut poser la question. Alors maintenant, je dis, il faut l'analyser, parce qu'on a déjà une loi qui permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut analyser les choses. Vous parlez en votre nom, William Gilles, non pas forcément dans l'ensemble de la classe économique, qui n'est pas forcément, qui a pris des distances avec la classe politique. D'ailleurs, le président Losbar va recevoir au Gouvernement, à la maison départementale, les chefs d'entreprise, peut-être pour tenter de les convaincre, encore les rallier à sa cause. Parce que là, il y a quand même... Je ne pense pas que les chefs d'entreprise soient contre. Je pense que ce qu'ils recherchent comme tout chef d'entreprise, c'est une clarification en termes de vision. Je veux dire, si on dit on fait cela pour construire un développement économique qui va faire que la Guadeloupe ne sera pas, avec 33% de la population qui sont en dessous du seuil de pauvreté, un PIB par habitant inférieur de 40% à celui de la France, qui est déjà en dessous de la moyenne européenne, si on est pour construire un développement et dire que dans 10 ans, nous sommes un territoire attractif et qui a un potentiel de richesse et de création de richesse propre, je pense que tout le monde va suivre. Mais un problème, c'est-à-dire, on a vu un semblant consensus, entre guillemets, lors du dernier congrès, mais 30 ans qu'on en parle, pourtant, on n'y arrive pas. Et Jacques, quel est le problème? C'est le problème de l'affichage chaque fois. Alors, on se demande est-ce qu'il est essentiellement électoraliste, puisque les Guadeloupéens, il faut comprendre aussi qu'on a des exécutifs, on a des exécutifs en place, des maires, qui disposent d'instruments et qui pourraient s'entendre hors les problèmes institutionnels. Mais on l'a bien vu à chaque fois qu'il y a eu une tentative de travail en commun, ça n'a pas duré. Rapidement, les gens se sont disputés, alors qu'il y avait peut-être l'occasion de faire la démonstration qu'on peut travailler ensemble et à la limite, tout le monde admettrait que, finalement, faire avoir une structure unique ou autre chose serait possible. Chaque fois, on a fait la démonstration de la division, et c'est encore le cas en ce moment. Et on le voit aussi au niveau des entreprises, puisqu'on a reçu aujourd'hui un plaidoyer des TPE, notamment, et de 2 organisations patronales, mais de petites entreprises, qui ont un discours exactement contraire à celui tenu par le MEDEF, sur le même sujet. Donc, on imagine que l'absence aussi chez les leaders de vision commune, de consensus sur la question, fait qu'on ne parle que d'institutions. D'ailleurs, il faut aussi se poser la question je ne sais pas moi, des moyens employés. Quand on regarde bien, on ne parle que d'aspects constitutionnels. Je parle sous le contrôle de Georges, et pas du reste, au fond. Chaque fois, on a un débat sur les institutions. Alors que dans la pratique, peut-être que ce qui manque, et il le rappelait tout à l'heure, c'est où on va, par exemple, il n'y a pas de dossiers centraux, c'est-à-dire que tout le monde soit d'accord sur la gestion de l'eau, par exemple, sur l'agriculture, sur les terres. Il n'y a pas, on ne se dispute pas sur les sujets, mais on se dispute finalement sur quelque chose d'assez nuageux, au fond, sur la superstructure juridique. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un peu gênant. Georges Calix, c'est bien que les maires s'en occupent parce qu'ils constituent le socle même du Congrès des élus. Ils font partie du Congrès des élus en même temps, bien évidemment. Ils ont été admis récemment, puisqu'avant c'était conseillers départementaux, conseillers régionaux. Effectivement. Donc, ils constituent ce socle. Mais alors, permettez-moi de rebondir. Effectivement, c'est intéressant. Il n'y a pas très longtemps, quand vous m'avez invité, je rappelais aux représentants du patronat, mais pourquoi vous ne preniez pas le Code du travail, le Code des marchés publics, que vous puissiez faire un toilettage en nous disant, mais voilà, cette disposition ne nous permet pas de pouvoir évoluer parce qu'elle n'est pas adaptée et de faire des contre-propositions. Ça, c'est le premier point. Malheureusement, ce n'est pas seulement la faute des élus. Les corps intermédiaires n'ont pas suffi. Ils sont trop restés attachés à l'État-providence et pas suffisamment en anticipation d'un État-providence qui était en tout cas diminuant. Deuxième élément, très rapidement, il faut se référer au rapport Lefebvre. Francis Lefebvre, qui a été analysé lors du dernier congrès. Et effectivement,
La grande problématique, et je peux comprendre que ça fait peur, c'est que quand ils font le point sur l'intégralité des impôts qui sont récoltés à la Guadeloupe, qu'ils enlèvent la TVA et d'autres, quand on fait la comparaison, et j'ai eu l'occasion de publier dans Nouvelle Semaine le tableau de tout ce qui est donné à l'outre-mer, toute la question est de savoir, quand on va transférer ces compétences, combien la France met dans le cadre du pot commun que nous ne sommes pas en mesure, par nos recettes fiscales, de compenser, combien la France met. Voilà là où se déroule le débat. Et me semble-t-il qu'il est préférable de l'engager maintenant avec la France, qui de toute façon va chercher à se défendre jusqu'au bout, puisqu'elle n'a pas les moyens de pouvoir compenser entièrement. Mais il vaut mieux cette anticipation plutôt que de faire ce qui a été fait, par exemple, à la Martinique et à la Guyane. Il y a d'abord eu le vote, et la loi organique a été postérieure. 5 ans après, il a fallu, puisqu'ils ont voté en 2010, et la première collectivité unique, en tout cas l'élection a eu lieu en 2015. Il a fallu 5 ans de négociations, effectivement, dans le cadre d'une loi organique. Et il y a une question abordée lors de ce congrès, c'est la diminution des EPCI, des communautés d'agglomération. Certains sont tenants d'une seule structure, de deux. Est-ce qu'il faut réduire les communautés d'agglomération dans le cadre de ces discussions? Mais ça doit faire partie du débat, parce qu'il est clair que si on décide de faire, pas forcément de faire des économies, mais d'être plus efficient, on ne peut pas avoir le même millefeuille, et ça ne peut pas concerner que les deux collectivités que nous avons actuellement. Il est clair que cet aspect-là doit être évoqué. Alors, il doit être évoqué pour deux raisons. Le nombre, mais aussi le nombre de conseillers, parce qu'on voit bien comment se négocient actuellement les places sur les listes électorales. On négocie pour être conseiller communautaire, donc on redistribue comme s'il n'y avait aucun changement. Donc, il n'y a pas de préfiguration, comme le disait tout à l'heure Georges. On ne préfigure pas ce qui va se passer. On fait comme avant. Et il est clair que la question du millefeuille, donc l'existence de plusieurs communautés qui ont de plus en plus de pouvoir, Willy Angel le rappelait tout à l'heure, la communauté d'agglomération devient en réalité une collectivité de plus en plus grosse qui, un jour, peut-être va atteindre le département ou la région en fonction des transferts, ce qui est extrêmement préoccupant parce que les élus ne vont pas vouloir sortir. Puisqu'en réalité, il était question, effectivement, d'embaucher, de recruter en tout cas des experts, des agents spécialisés. Or, on constate qu'il y a une majorité d'agents en catégorie C, donc c'est du clientélisé également à une échelle encore plus importante. Oui, mais ça, c'est malheureusement, dans les communes, c'est très difficile à éviter. Hein. C'est la conséquence de ce qui se passe dans la commune. Ouais. Puisque lorsque vous transférez une compétence, par exemple, l'enlèvement des ordures ménagères, mais vous transférez les agents qui s'occupaient des ordures ménagères. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, dans les communes, il a manqué cette ingénierie, puisque les stratégies de recrutement étaient plus clientélistes que liées sur l'ingénierie. Et la loi de 84 permettait aux maires de recruter par simple entretien sans concours. Donc, c'est vrai que ça se retrouve. Alors maintenant, concernant la suite pour le nombre de PCI à la Guadeloupe, il ne faudrait pas qu'il y ait une fusion et qu'on se retrouve comme le SMGEAG, c'est-à-dire que la nouvelle fusion prenne le passif de ceux qui rejoignent et la plombe littéralement. Parce que si le SMGEAG a un problème actuellement de personnel pléthorique, mais c'est que tout simplement, les communes ont profité pour pouvoir, comme ils avaient eux-mêmes trop de personnel, ils ont tout balancé lorsque la compétence eau transférée par la loi Notré a été envoyée au SMGEAG, et le SMGEAG actuellement est dans une situation où sa section fonctionnement ne lui permet pas un investissement conséquent. Willy Angel, je vous ai vu acquiescer à ce qu'on disait. Les candidats d'aujourd'hui pensent plus à la carrière politique, à l'élection, alors qu'on parle projet, qu'on parle vision pour la Guadeloupe et qu'on parle de structuration du développement. Ce que je peux dire, c'est que l'enjeu est là. Et Georges souligne quelque chose. Notre enjeu, c'est le développement, parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas enviable au niveau des régions outre-mer. Comme je l'ai dit, 33% de 33 ou 37%. C'est ça. 33%. La population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est explosif. 20% 14%, très grande pauvreté. Voilà. Illettrisme, 17% et plus. Chômage chez les jeunes, mettons 40%. Donc, on a tous les ingrédients d'une situation explosive
Et des fois, je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est pas qu'un enjeu d'institution. Les institutions, est-ce qu'il faut 2 EPCI, enfin 2 communautés d'agglomération, peu importe. La problématique, c'est comment on structure notre administration territoriale pour que nous soyons performants, parce que nous avons des enjeux. Si nous ne les traitons pas, dans 5 ans, ça explose. Je prends l'exemple des eaux usées. Alors, le rapport de la Chambre régionale des comptes, ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a un problème sur les eaux usées. Mais la Chambre régionale des comptes, quand la Chambre régionale des comptes fait un rapport sur une problématique, c'est qu'on est au bord du point de non-retour. Mais ils ont quand même dit une chose. Dans 5 ans, si on ne traite pas les eaux usées, il n'y a plus une eau de baignade en Guadeloupe. Comment peut-on faire un développement et une montée en gamme touristique si on ne peut pas se baigner dans nos plages et bientôt dans nos rivières? On a un problème de fond. Les vraies questions sont éludées, sont écartées. Je ne dis pas qu'elles... Je ne sais pas. Je constate. Je constate que j'aimerais qu'on puisse aborder les vraies questions. Pour moi, il y a les vraies questions. Il y a l'aménagement du territoire, l'assainissement. On est quand même l'une des îles de la Caraïbe qui ne souffre pas du stress hydrique naturellement. Il y a Dominique, nous, Martinique. Tous les autres ont un problème de stress hydrique. Et ce gisement d'eau, ce potentiel en eau, qui pourrait être pour nous un vecteur de richesse, pourquoi on ne pose pas cela comme base de développement? Il y a ça, il y a l'agriculture, il y a l'énergie, il y a la formation des jeunes, il y a des enjeux importants. Et je pense que si on arrive à avoir un discours commun sur ces enjeux, vous allez voir, tout le monde va embarquer dans le développement. Ouais. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça avec une situation explosive. Et Jacques Dancal, le maire, c'est le premier interlocuteur de la population. Alors, on va voir le maire avant d'aller voir tout autre élu. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que le succès de la fonction est aussi important. Il y a le prestige, la représentation, et puis c'est le socle absolument indispensable pour aller plus loin. C'est-à-dire que le maire qui est bien élu chez lui, il peut prétendre à la présidence de la communauté d'agglomération, il peut redistribuer des postes, il peut prétendre à la présidence de la région, du département. Alors, mais moi, je voudrais quand même aussi revenir sur le poids du travail, parce qu'il est recruteur. Là, dans la plupart des communes, c'est le premier employeur, le maire. Alors, quand vous avez entre 200, 500, 700, parfois même 1000 agents, que ce sont eux qui votent, ce sont eux qui ont le plus de pouvoir d'achat dans la commune. On l'oublie. Je vais juste rappeler un chiffre. On le dit souvent, on a à peu près 37 000 agents publics sur les 125 000 personnes dans la population active. Ceux qui sont au travail, c'est à peu près 91 000. Ils touchent entre 78 et 80% de la masse salariale qui est versée. C'est considérable. Donc, dans une commune, quand vous avez une sœur qui est caissière dans un magasin quelconque, qui est au SMIC, vous travaillez dans la commune depuis quelques années, vous êtes au double, parfois au triple de son salaire. Ça crée une espèce de hiatus, une dichotomie dans la société, et ça explique aussi le besoin de rattrapage. Souvent, on parle de corruption, mais c'est aussi une des explications, ce différentiel de revenus dont abusent parfois les élus, et ça explique aussi les trafics en tout genre. Hein. Donc, il faut aussi se poser cette question-là sur le poids salarial. Est-ce que la commune pourra pendant longtemps le supporter? En deuxième partie d'émission, je vous propose, messieurs, qu'on abordait de façon plus en détail les municipales et de passer en revue quelques communes. On commence par les abîmes. Éric Jalton qui fait figure d'épouvantail, qui sollicite un 4e mandat. Il y a Max Elini, soutenu par le PS, et Alec Tabajot, qui désormais fait cavalier seul. Il se propose d'arbitrer le combat des géants entre Servat et Jalton. Sur les abîmes... Alors, sur les abîmes, quelques chiffres qui montrent d'ailleurs la tendance générale de l'électorat. Éric Jalton, il fait en 2014 autour de 12 000 voix. Il maintient son socle alors que c'est la période Covid en 2020, toujours autour de 12 000 voix. Et Olivier Servat fait un peu plus de 4 000 voix. Donc, au niveau des municipales, effectivement, il y a une dynamique qui, pour l'instant, permet à Éric Jalton d'espérer, en tout cas, autour de 12 000 voix. D'un autre côté, quand on voit les élections législatives de 2024, Olivier Servat fait près de 10 000 voix. Ce qui veut dire que les Abîmiens sont actuellement dans une tendance où la fonction
bipolarise, donc député au maire, bipolarise les critères de jugement politique. Alors maintenant, on a donc l'impression qu'il y a déjà le ton municipal, Olivier Servat en tout cas, aux législatives. Maintenant, il y a 3 variables de contexte qu'il faudra prendre en considération. La première, c'est qu'une grande ville est plus sensible à la dégradation de l'environnement général qu'une petite commune où finalement le vote rentre dans les logiques socioculturelles. Donc depuis 2020, et compte tenu de la dégradation de la situation, quel impact ça a sur l'électorat d'Éric Jalton? Deuxièmement, n'oublions pas qu'il faut faire le point entre ceux qui ont rejoint et les transfuges, ceux qui étaient et qui ensuite sont partis. Et puis, troisièmement, il y a, me semble-t-il, une variable qui n'est pas négligeable, c'est le nombre de mandats. Alors, en 2014, il y avait eu 12 maires de battus. C'est, depuis la décentralisation, l'année où il y a eu le plus de maires de battus. Quand on prend les statistiques, on constate que ce sont pour la plupart des maires qui avaient été élus autour de 2001. Ça veut donc dire que l'électorat est dans une logique, lorsqu'il y a une certaine ancienneté, ça peut arriver, si vous voulez, à mettre en difficulté. Mais ça n'a pas semblé jouer pour Gabriel Louis Carabin, ça n'a pas semblé jouer pour Jeannie Marc, et donc ça ne veut pas dire que ça va jouer pour Éric Jalton. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'ils ont tous les deux machines de guerre, et que manifestement, il y a un combat incertain, en tout cas. Willy Angel, il y a cette obligation de scruter cette ville des Abîmes, parce que c'est cette ville qui polarise l'économie aujourd'hui. C'est une grosse ville, oui. C'est une grosse ville. Je dirais la communauté Cap Excellence, il faudrait raisonner à l'échelle de Cap Excellence. Cap Excellence, c'est une communauté d'agglomération qui a un pouvoir économique important. Donc, c'est vrai que les personnes qui se présentent dans la commune des Abîmes, je dirais, ils ont un poids non négligeable sur la communauté d'agglomération. Et c'est vrai que quand on a une telle machine, on peut avoir un impact réel sur le développement du territoire. Moi, ce que je vois, je dirais, je respecte j'admire même ceux qui rentrent dans le combat politique, puisque c'est quelque chose, c'est particulier. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que derrière tout cela, il y a un enjeu. Il y a un enjeu urgent pour nous, c'est toujours le même. C'est comment on développe le pays, comment on développe le territoire. Parce que si on ne le fait pas, nous sommes dans une situation d'urgence budgétaire au niveau national. Le système, comme tu disais, je dirais que les communes suppléent un petit peu le chômage en embauchant des gens. C'est possible quand on a un pays comme la France qui transfère de l'argent et qui verse des compensations budgétaires importantes. Mais quand on est dans une situation de réduction budgétaire où on fait des économies partout, ce système, à terme, il est condamné. Il ne peut plus continuer. Donc aujourd'hui, c'est comment on gère. J'espère que ces élections vont permettre, je dirais, cette prise de conscience. Quel que soit celui qui va gagner, il aura toujours le même problème à traiter. C'est comment on fait le virage, de manière à ce que ce soit au mieux pour le territoire. Jacques, dans quel temps les Abîmes faisaient les rois, désignaient les présidents des collectivités, un peu moins aujourd'hui, mais le maire des Abîmes reste quand même assez important dans le paysage. Il reste important d'abord parce qu'il y a le bassin, le bassin démographique, c'est énorme. Donc on est 41 000 électeurs. Oui, ça, donc c'est énorme. 70 000 habitants, 150 000 dans la conurbation. Donc c'est vrai que ça a forcément un rôle moteur. Forcément, le président, il pèse. Alors, par contre, je voulais juste peut-être faire une petite parenthèse sur les risques d'abstention aussi. Parce qu'actuellement, on ne sait pas ce que ça va donner. Il faudra voir quels sont les nouveaux candidats une fois que les listes seront posées. Parce qu'on peut quand même s'étonner qu'à la veille des élections, c'est maintenant qu'on a les rapports les plus incendiaires sur la situation du pays. Quand même, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de la délinquance, qu'il s'agisse du narcotrafic, quand même. C'est fait exprès, vous pensez que c'est un hasard ?
C'est certainement un hasard. Oui, c'est ça. mais c'est une variable de contexte qui, dans une ville comme les Abymes, peut avoir un impact. Ah, tout à fait. Donc ça, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et surtout sur l'abstention, parce que ça peut avoir un effet mobilisateur. Les gens se disent, ah, mais il faut peut-être changer, ça ne va pas du tout. Mais au contraire, on peut se dire, oh, mais finalement, c'est un peu, oui, mais bon, vu les élus qu'on a, ce n'est pas la peine d'aller voter, etc. Sauf s'il y a des nouveaux. Donc le risque de non-changement à cause de l'abstention aussi peut exister, et ça, il faut en tenir compte. Juste un petit rappel, le Serge Letchimy disait qu'à Fort-de-France, il circulait autour de 400 millions en argent liquide, d'argent du trafic. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Venons-en à présent à Abemao, où le président de région Richalus descend, je dirais, dans la fosse et dans l'arène des condualistes. Y a-t-il péril dans la demeure? Qui veut William Gel? Je ne suis pas très versé. J'ai du mal à appréhender toutes ces nuances politiques. Georges est plus capé que moi là-dessus. Il maîtrise mieux. Moi, je dois avouer que je cerne pas. Au moins de loin, vous assistez au moins de loin à tout ça. Vous passez par Abemao. Oui, je passe par Abemao. Je sais que Abemao fait partie avec la communauté des Abymes, de cette communauté d'agglo, avec une puissance financière non négligeable. Alors Georges, non, mais la candidature d'Arichalus, elle est la conséquence de deux problématiques qu'il doit gérer. La première, c'est qu'il n'a plus la main sur sa majorité régionale. On l'a vu d'ailleurs lors du vote des résolutions du Congrès. Plus 2, alors que lui avait dit « mais il faut attendre ». Donc il n'a plus la main. D'autre part, il fallait qu'il trouve un bon compromis entre la mère sortante et son propre poulain. Et le meilleur moyen de trouver ce compromis, certainement qui n'est pas arrivé à les mettre d'accord, il se présente à la tête de liste. Ouais. Demain, si par un hasard malheureux, la situation qu'on lui connaît est confirmée par la Cour de cassation, il lui sera plus facile de pouvoir prendre du recul, mais en laissant son héritier. Ce qu'il ne peut pas faire. Il est plus performant. Ce qu'il ne peut pas faire à la région. C'est-à-dire vous évoquez un deuxième cas de figure, mais le premier cas de figure, c'est que ça ne sera pas par la justice, mais ça va être dans les urnes. S'il perd, c'est aussi une éventualité. Alors. Oui, mais l'éventualité où il perd actuellement à Abemao, elle existe, mais on peut la qualifier de relativement faible. C'est un choc des titans. Il y a Arichalus, le président de région, Michel Mado, le conseiller départemental, Sylviano Chamougon, qui est conseillère régionale, deux autres personnalités, Frédéric Théobald, bien connu dans le monde du sport, et Christian Vainqueur, bien connu dans le monde... Simon Vainqueur, oui, bien connu dans le monde des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un affrontement qui va peser. Ah oui, très certainement, parce que de toute façon, le simple fait que le président de région soit obligé d'y aller lui-même montre qu'effectivement qu'il y a un risque. Il y a un risque que la commune soit perdue à cause des divisions en interne. On a vu ce qui s'était passé au Gosier il y a quelques années. Donc, la division est un risque. Il y va, mais c'est clair aussi que ça mobilise les forces en face, notamment Madame Chamougon, Monsieur Vainqueur aussi peut croire en ses chances. Et puis surtout, dans le groupe même d'Arichalus, il y a deux candidats. Il y a Michel Mado, qui est proche du GUSR, parce qu'il est élu avec ce... De la majorité, il fait partie de la majorité. Il fait partie de la majorité, voilà. Et il est adjoint au maire à Abemao. Il a... M. Théobald aussi est un proche d'Arichalus au départ. Il est dans la majorité. Il est dans la majorité. D'ailleurs, c'est un agent régional par ailleurs. Donc, quelque part, on peut se poser la question de cette division-là. Comment l'électeur va appréhender la situation? Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas pour Arichalus deux questions? D'abord, un désaveu de la politique du bilan de Mme Polyphone, et puis une question d'autorité. Parce qu'il y a 5-6 ans... Elle est sur la liste. Oui, elle est sur la liste. Elle aurait pu faire son bilan. Mais est-ce qu'il y a une question d'autorité aussi pour Arichalus? Il y a quand même une scission. Est-ce que Théobald ou même Mado, il y a 5 ou 6 ans, auraient osé le défier? C'est là où je vous dis que plus il y a de divisions en face... Et plus de toute façon, celui qui a la dynamique et la logique résilière, la logique de réseau, risque d'être relativement stable. Parce qu'effectivement, à Abemao,
À partir du moment où ceux qui faisaient partie, en tout cas certains qui faisaient partie de la majorité, s'écartent, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont récupérer une partie de l'électorat de ceux-là même qui les ont fait rois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est la raison pour laquelle, BMAO, s'il fallait classer les communes parmi celles où le résultat est du plus incertain au moins incertain, je vais plutôt classer parmi la deuxième moitié des moins incertains. Deux mots, rapidement, il nous reste encore 5 minutes d'émission. Bastère, où Marie Sponsard jette l'éponge, laissant André Attala face à des anciens colistiers, partenaires, notamment Joël Lobo, ainsi que Mme Pessler. Mais là aussi, on peut considérer qu'il n'est pas dans la partie incertaine, puisque alors c'est toujours pareil, on peut se demander, lorsqu'on demande aux électeurs de voter, on entend les candidats, mais c'est surtout la question du bilan. Si les choses se sont bien passées dans une commune, on se dit, mais est-ce que l'électeur va se dire, ah oui, mais je vais quand même essayer de changer. Alors c'est toujours pareil, donc comment est apprécié le bilan de maire? Si le bilan d'André Attala est jugé correct, on se dit, il n'y a pas trop de risques. C'est pour ça qu'à Bémaro, c'est un peu compliqué, parce que le sortant, c'est pas Richard Luce, c'est Madame Polifonte. Mais aux abîmes, on est quand même, c'est comme au moule, c'est toujours la question du bilan. Comment l'électeur apprécie le bilan? Souvent, on fait comme si l'électeur n'est pas majeur, il n'est pas capable de se dire, mais tout va bien dans ma commune. Au fond, mes ordures sont ramassées, il y a l'eau coule plus ou moins. De toute façon, l'eau a des problèmes partout. Donc pas plus chez moi qu'ailleurs, mais il y a de la lumière, j'ai pas trop de délinquance. À la nuit, mon maire n'est pas si mauvais que ça. Tu es en train de dire pas trop d'inquiétude pour Attala, c'est ça? Oui, non, mais globalement, c'est vrai. Parce qu'en plus, on a actuellement une grosse communication des services de l'État, notamment à travers la Chambre régionale des comptes, la préfecture, etc. On a bien vu comment les contrats quorum ont permis à certains de retrouver de l'équilibre financier. C'est important cet aspect-là, parce que vous avez une commune qui est très déficitaire et qui finalement remonte. Je pense que ça aussi, ce sont des éléments de bilan qui comptent et que la population peut apprécier peu ou prou au moment de voter. Oui, alors, rapidement, pour dire quand même que s'agissant de Marie-Luce Panchard, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à savoir quel était son véritable poids électoral, puisque c'est la deuxième fois qu'elle jette l'éponge. Oui. Elle l'avait jeté pour les législatives. Face à Élie Califère. Face à Élie Califère. Ensuite, elle jette l'éponge actuellement face à André Attala. Et c'est vrai que dans ces circonstances, si vous voulez, André Attala se retrouve plus aisé par rapport aux personnes qui, en tout cas, aux agents politiques en face qui peuvent se poser à lui. Willy Angel, c'est l'occasion pour le sud de la Guadeloupe, la Bastère en particulier, de réclamer un rééquilibrage, en tout cas au niveau des municipales, au niveau de la communauté d'agglo, rééquilibrage économique, voire d'aménagement. On peut réclamer beaucoup de choses, mais je dirais après, la question qui va se poser, c'est comment, avec quels moyens? Je veux dire, on peut parler de rééquilibrage. Aujourd'hui, la grosse problématique qu'on a sur l'aménagement du territoire, c'est que on a peu de ressources, de capacités propres d'investissement. Donc, ça joue au niveau d'un territoire aussi important que le nôtre. On parlait des interventions de la Chambre régionale des comptes avec le programme Quorum qui a permis à certaines collectivités de rétablir un peu leur situation financière. Il faut quand même dire que la plupart des communes de Guadeloupe sont endettées. Je vais prendre un exemple très simple. Je prends la commune de Saint-Barth, 6 000 habitants. La commune de Saint-Barth a un excédent de fonctionnement de 7 millions d'euros, une capacité d'autofinancement de 7 millions d'euros. Collectivité de Saint-Barth. Oui, collectivité. Mais en fait, c'est une petite commune de 6 000 habitants. Donc, quand on voit ça, je dirais, je ne connais pas beaucoup, et zéro d'endettement. Je ne connais pas beaucoup de communes en Guadeloupe qui ont ce... Donc, aujourd'hui, quand on dit rééquilibrage, OK, comment on le fait? Oui, je comprends qu'il faut rééquilibrer, il faut développer, qu'il faudrait peut-être arriver à faire une 2 fois 2 voies à Sainte-Marie. Mais comment on le finance? Donc, c'est toujours la même problématique. On peut dire les choses. Après, c'est comment, concrètement, on s'organise pour mettre en œuvre les financements. Alors, il se peut qu'on trouve... Alors, pour faire ces opérations, il faudra absolument avoir le partenariat de l'État. Il faudra absolument négocier avec l'Europe. Et de l'Europe, qu'on n'utilise pas souvent. Et il faudra montrer notre capacité à gérer des masses budgétaires importantes pour qu'on puisse avoir les financements qui nous permettent de le faire. Le problème de l'eau, l'assainissement. Avec l'assainissement, je crois que c'est 1,8 milliard. Donc, quand on a ça... Où les trouver? Ça existe. On peut trouver. Nous avons la capacité de trouver. Mais ça veut dire par là qu'il faut que nous fassions la preuve
collectivement notre capacité à gérer de telles sommes. Je suis désolé. Et faire des choix. Oui, de toute façon, c'est la mutualisation c'est la qui mutualisation. permettra. Il faut mutualiser et rationaliser. On La ne peut pas Réunion- laisser une répartition des compétences, de côté le département, l'autre la région. Et puis, comme on dit chez nous dans la métaphore, des malcas barrés dans le même trou là. Puisque... Ou alors, il faut arriver à un système à la réunionnaise où ils travaillent en collectif. Ils ont quand même réussi à lever 1,8 milliard au niveau de l'Europe. Je crois que c'est la Banque européenne d'investissement pour faire la route, celle du littoral. donc la route du littoral. Aujourd'hui, le jour où nous arrivons à travailler collectif, alors que ce soit sous une institution unique, sous un ensemble d'institutions, pour moi, c'est pas là le problème. C'est comment on travaille en collectif pour bâtir ce pays. Et qu'on arrête avec les vœux pieux. Comment on fait concrètement les choses? C'est concrètement la faisabilité. Mais la question du rééquilibrage du territoire est essentielle, en c'est effet, parce fondamental. que sur le Sud-Bassin, il faut faire des choix entre les routes, la déviation de Sainte-Marie, la Boucan, bon, c'est encore une autre catastrophe, mais la Sainte-Marie, ça n'a aucun sens, en fait. Qu'on sait ce qu'il faut faire pour que les voitures passent plus vite. Peut-être déplacer l'école, par exemple, ça coûtera 200 millions et on va en dépenser 80 pour faire la route en enlevant les pleines terres agricoles. Le problème n'est pas l'argent. Il faut faire des choix. C'est des choix. la capacité à faire des choix collectifs où tout le monde est d'accord. Voilà. C'est ça. L'argent, on peut le trouver. Oui. Mais pour cela, il faut Je vision rejoins l'analyse. et les choix Il y a un collectifs. problème de mutualisation très sérieux. Tout à fait. Et sur Sainte-Rose, c'est pareil. Il faut savoir si on Sainte-Rose. développe le Nord-Basse-Terre ou si on décide de faire descendre tout le monde vers Bémao. Ouais, nous arrivons au thème de l'émission. Merci, messieurs, pour votre éclairage et votre analyse. Politique Première revient lundi prochain, toujours en mode politique, avec la première d'une longue série des débats consacrés municipaux. Excellente soirée à tous. Très bonne soirée.